Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Guérite TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Le président Patrice Talon était hier à l'Assemblée nationale du Bénin. Il était donc face à la représentation nationale pour son traditionnel discours. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. Les débatteurs sont déjà ici avec moi, donc Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Rousseau, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adamossi, discours sur l'état de la nation. Le président Patrice Talon a donc sacrifié à la tradition. C'était hier. Analyse globale de ce discours, selon vous, que peut-on retenir concrètement? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est déjà que c'est une exigence constitutionnelle qui impose au chef de l'État, une fois l'année, de présenter un discours qui fait le point de comment se porte notre pays. Et donc le chef de l'État a sacrifié à cette tradition devant les représentants du peuple. Et quelle analyse on peut faire globalement de ce discours? Je vais d'abord parler de la forme. La forme, c'est que je ne vais pas parler du ton parce que le ton m'a paru un peu monotone. Mais par rapport à la forme, je dirais que le chef de l'État, pendant environ 50 minutes, a tenu en haleine la majorité des Béninois, sinon les Béninois, tous les Béninois. Et je crois qu'il a fait un tour complet de tout ce qui concerne la vie des Béninois, de ce qu'il y a eu comme avancée, de ce qu'il y a eu comme, je dirais, je n'ai pas beaucoup entendu parler d'échecs, mais bien entendu, il y a eu des échecs. C'est vrai qu'il faut dire ce qui est positif, mais on aurait souhaité également entendre le président sur ce qui a marché moins. Donc, en tout cas, de façon globale, pendant les environ 50 minutes, le chef de l'État a fait un tour de toute l'actualité. Et je crois que, bon, toujours par rapport à la forme, pendant les 50 minutes, je n'ai pas entendu le chef de l'État buter sur un mot, sur une phrase. Donc, j'ai comme l'impression qu'il a... Bon, je ne dirais pas éloquent, mais je dirais qu'il a bien récité sa leçon. Il a bien récité sa leçon. Achille Rousseau, le chef de l'État a parlé de la revalorisation salariale tant attendue qui est devenue ou qui va devenir dans les semaines à venir une réalité. Il faut dire que la revalorisation, si vous le voulez, qu'elle est devenue déjà une réalité parce qu'elle a été actée par le Conseil des ministres du 7, avant le passage du chef de l'État devant la représentation nationale pour faire l'État pour faire le point, j'allais dire, sur l'état de la nation. Et avant ça, le 6 déjà, comme ça a été annoncé, il avait rencontré les partenaires sociaux et le patronat pour discuter donc de cette préoccupation essentielle pour les travailleurs du Bénin. Et c'est heureux de constater quand même que les deux partis, ou si vous voulez les trois partis, parlant des organisations syndicales, parlant du patronat et parlant du gouvernement, avec à sa tête le président de la République, sont arrivés à s'entendre sur un minimum pour quand même faire constater aux fonctionnaires béninois, quelle que soit sa catégorie, que la prospérité tant prônée, la prospérité dont le chef de l'État ne cesse de manifester la fierté parce que il présente ce Bénin qui bouge désormais, il montre ce Bénin qui impacte aussi bien sur le plan
nationale, régionale qu'internationale. Parce que dans le discours d'hier, il a rappelé que le Bénin, sur le plan économique, a, par exemple, fait effet dans la zone UEMOA. Et donc, cette prospérité, cette fierté donc constatée par rapport à ce Bénin, qui change à ce Bénin économiquement, qui devient prospère, le travailleur va le constater par rapport à son quotidien, et que je crois que cela aura de répercussions aussi sur la population de façon globale. Gaspard Diamossi, le chef de l'État a tenu parole. Oui, le chef de l'État a tenu parole. Mais je souris quand j'entends Achille dire que les trois partis se sont entendus. Parce que moi, pour ce que j'ai eu comme information, c'était juste une séance d'information. Donc, il n'y a pas eu à négocier quoi que ce soit. Le chef de l'État a arrêté avec son gouvernement et a informé les partenaires. C'est vrai qu'il y a eu quelques observations, mais il n'y avait pas matière à modifier véritablement ce qui devait être fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un pas qui a été franchi. Bon, nous parlons de révalorisation salariale, mais je ne sais pas d'où vient l'expression, mais nos gouvernants parlent de sur-salaire. Je ne sais pas, je ne sais pas exactement ce que cela signifie. Bon, de toutes les façons, aujourd'hui, on peut se réjouir que cette revalorisation est actée et qu'il y a un plus pour les fonctionnaires béninois, pour ceux qui sont. C'est absolument à saluer. Mais je souris également quand j'entends que ça va impacter la plupart des Béninois. Non, ça n'impactera pas la plupart des Béninois. Moi, je reste un peu sur ma faim. Quand j'entends par exemple qu'on a été incapable d'imposer au privé d'augmenter également les salaires, où on s'est juste borné à exhorter. Ça veut dire que c'est au bon vouloir des privés d'augmenter ou de ne pas augmenter. Moi, je pense qu'il fallait faire les choses de sorte que cette augmentation impacte presque tout le monde. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les Béninois en général, combien sont les fonctionnaires? C'est vrai qu'ils ont des charges, c'est vrai qu'ils iront dans des marchés, c'est vrai que ça impactera. Mais qu'on ne me dise pas que ça impactera forcément et tous les Béninois, cette augmentation de salaire. Attention, oui. Attention. Il n'y a pas eu que des observations. Il n'y a pas eu que des observations à cette rencontre. Moi, je dirais qu'il y a eu une rencontre d'échange et d'entente. Non, moi, j'aurais voulu que vous dites des négociations. Non, bon, écoutez, c'est vrai que c'est le chef de l'État qui avait promis, ça n'a jamais été une revendication, même si la population de façon générale et les travailleurs de façon particulière criaient déjà par rapport à la cherté de la vie. Il n'y a jamais eu une revendication déposée sur la table du chef de l'État de façon formelle. Et donc, ça a été une promesse du chef de l'État d'augmenter les salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démarche étant que c'est de lui, que c'est de lui-même que cela vient, que c'est lui qui vient proposer donc aux partenaires ce qu'il compte donner. Mais je dis qu'il n'y a pas eu que des observations parce que à cette rencontre, on a constaté par exemple que le gouvernement, le projet ou le programme du gouvernement, c'est d'accorder cette revalorisation à partir de 2024. Et donc, les positions des partenaires ont fait plier. Pour une promesse qui date de 2021. Bon, on peut avoir des objections par rapport à ça. Mais on dira quand même que si c'était dans le programme du gouvernement d'accorder cette augmentation à partir de 2024 et que avec les échanges, ils ont pu quand même ramener la date jusqu'à ce mois, au plus tard le 20 du mois de décembre 2021, on peut quand même dire que ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a eu ouverture de part et d'autre. Ce qui est fait n'est pas suffisant. Puisque la vie coûte excessivement cher. Mais on dira quand même que c'est heureux. Mais toujours sur ce dossier-là, moi, ce qui me paraît un peu essentiel, c'est qu'il faut également dire que le SMIC a augmenté. Au moins, ça profite à beaucoup de personnes. C'est également de dire qu'il y a le point indiciaire qui a été également augmenté, ce qui impacte également les retraités. Et enfin, que nos frères qui sont aujourd'hui des aspirants au métier de l'enseignement et qui sont maltraités, qui sont pris comme des prestataires de services, ont également vu leur situation un peu améliorée. Je crois que c'est des éléments qui permettent à tout le monde. Je reste toujours avec vous, Gaspard Diamossi. Talon est donc fier de la 8e législature. Oui. Des applaudissements bien nourris hier. Ah oui, que voulez-vous? Si vous me flattez, je serai content et je vais vous applaudir. Ça va de soi. Non, bon, oui, je dis. Vous savez,
que le chef de l'État dise qu'il est fier de la législature, de la 8e législature, cela va de soi. Cela va de soi dans la mesure où ce Parlement est composé des deux partis, qui sont les partis du chef de l'État. Cela va de soi dans la mesure où cette législature a fait passer, comme une lettre à la poste, tous les projets du gouvernement qui sont passés par là. Cela va de soi parce que c'est le Parlement de la révision constitutionnelle. Cela va de soi parce que c'est le Parlement que les gens qualifient de Parlement qui vote nuitamment. Cela va de soi pour plusieurs raisons. Cela va de soi parce que c'est un Parlement qui n'a même pas fait un vote négatif durant toute la législature. Vous voyez, donc, c'est comme si c'est un Parlement qui est au service du président de la République. Donc, si lui, c'est vrai que nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir où chaque institution a ses prérogatives. Mais si aujourd'hui, le chef de l'État est à 100% satisfait du Parlement, vous ne pouvez pas le lui enlever parce que lui, il peut se enorgueillir de ça. Ça lui permet de dérouler tout ce qu'il a, d'évoluer dans son projet, dans son programme. Et je crois que c'est à son actif. Maintenant, la question que moi je me pose et que j'aimerais poser aux Béninois, est-ce que les Béninois partagent cette opinion du chef de l'État? Est-ce que les Béninois sont fiers de ce Parlement-là? Quelle est la perception que les Béninois ont aujourd'hui de la 8e législature? Moi, personnellement, j'ai mon avis et je ne suis pas sûr que mon avis ne peut pas être l'avis du chef de l'État. J'ai peut-être une part de fierté par rapport à ce Parlement, par rapport à certains parlementaires qui ont véritablement fait le travail. Mais quand vous observez aujourd'hui les parlementaires qui travaillent, qui contribuent, qui débattent, je crois qu'on peut les compter sur le bout du doigt, alors qu'ils sont 80, ils sont 83. Non, moi je n'ai pas souvent envie de citer, mais si vous m'y poussez, je peux citer l'honorable Augustin Aron-Ebla qui contribue énormément. Je peux citer Madame Mariama Baba Moussa qui contribue également normalement. Je peux citer le député Rachid Gbadamassi également qui contribue beaucoup au débat. Je citerai Dakwe Soussou, je citerai Orden Aladatine, je ne citerai pas tout le monde. Il y en a beaucoup. Oui, Rachid Gbadamassi. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quelqu'un qui participe beaucoup au débat et qui contribue. Ça, je vous l'assure. J'ai au moins pour habitude de suivre, même si ce n'est pas... professeur de chair. Donc, est-ce que beaucoup de parlementaires peuvent s'enorgueillir de faire le travail que ceux-là ont fait? D'abord, en participant au débat. Moi, je vais demander à Achille Oussou s'il peut me citer de mémoire 10 députés de cette législature-là. Ça va être un exercice fastidieux. Alors que sur d'autres législatures, je suis sûr que ça allait être un exercice facile. Parce que pour les connaître, il faut les entendre parler, il faut les voir, il faut les écouter, il faut que leur nom vous marque. Combien de noms de députés de cette législature vous a marqué? Je vous pose la question. Je pose la question au Béninois en général. C'est mon avis, oui. Oui, mais j'aurais deux positions sur la question. La première, c'est que je salue le chef de l'État pour sa reconnaissance. Alors, ce discours à l'endroit de la 8e législature est d'abord un discours de reconnaissance pour ce que l'Assemblée nationale a pu faire pour accompagner le programme d'action du gouvernement ou le développement du gouvernement, le développement du Bénin dans sa globalité. L'autre position que j'ai sur la question, c'est que ce n'est pas aussi positif pour les députés parce que si nous devons considérer les institutions, l'Assemblée nationale est dans une position de décision de contre-pouvoir. Et par rapport à ça, ce qui a le plus peut-être manqué et par rapport donc à l'exercice de la 8e législature, c'est qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale qui a manqué. Et l'autre instrument qui peut nous permettre donc de savoir la chose, c'est la radio de l'hémicycle qui était qui avait très important, qui était écoutée dans toutes les rues pratiquement donc du Bénin. Aujourd'hui, bon, on se demande si la radio continue d'exister parce que c'était les débats nourris. C'était voilà. Non, je ne crois pas encore parce que la télé ne veut pas aussi aller aussi loin que la radio, qui d'abord a existé avant la télé. C'est vrai que de plus en plus nous aimons l'image, mais il faut savoir que dans les médias, la radio est le média qui a d'abord plus d'audience. Et par rapport à ça, je voudrais dire que si, comme l'a dit le chef de l'État lui-même, il leur a été donné de revenir encore pour continuer l'exercice, qu'il tire leçon des points positifs
et des points négatifs, parce que certainement, ils retournent maintenant sur le terrain pour défendre leur mandat. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à la population? Oui, nous avons contribué à pousser le Bénin au progrès, au développement, mais après ça, est-ce que les populations, comme le demandait Gaspard tout à l'heure, seront fiers de les avoir désignés pour les représenter, parce que il y a le ventre, il y a la faim dans le ventre, et ça, c'est sûr que c'est sur cette base-là qu'ils seront jugés par leurs électeurs sur le terrain. Je reste toujours avec vous, Achille. Sous le Bénin, un oasis de paix selon le président Talon. Alors, voilà aussi une autre question qui, bon, peut-être peut ne pas recevoir l'assentiment de tout le monde, mais qu'on le veuille ou non, le président de la République est fier donc de ce qu'il fait pour que nous soyons toujours en paix au Bénin, surtout par rapport aux mesures sécuritaires, la lutte contre le terrorisme, le djihadisme dans certaines régions de notre pays. Je crois que à partir donc de ces éléments-là, on peut quand même dire que le gouvernement fait d'une manière ou d'une autre un effort pour que chaque Béninois puisse se sentir en sécurité et à l'aise sur son territoire, chez lui. Mais au-delà de cela, si nous devons étendre la question, bon, je crois quand même qu'il y a des aspects qui nous amèneraient à montrer que, bon, il y a quand même des efforts à faire, parce que, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, sur le plan politique, il y a encore beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir, et je crois qu'on demanderait, si c'était possible, au chef de l'État de progresser encore sur ce chantier pour permettre que tous les Béninois puissent se sentir véritablement à l'aise par rapport à sa gouvernance. La paix, Gaspard Diamonsi, oui, le chef de l'État. Non, je crois que je crois que pour moi, c'est une espérance que le chef de l'État a exprimée en disant que le Bénin est un oasis. Il espère que le Bénin sera un oasis. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle l'oasis dans le désert? Je crois que tel qu'on lance, c'est un point d'eau dans le désert. Et ça suppose donc que le Bénin est comme un petit point d'eau, un petit point de paix dans un monde où il n'y a pas la paix. Bon, ce n'est pas bon pour le Bénin d'être, en tout cas, comme cela. Nous avons besoin d'être dans un environnement totalement de paix. Mais pour en venir à la situation du Bénin particulièrement, bon, c'est une paix apparente que nous avons, que nous observons actuellement au Bénin. Et comme l'a dit Achille Roussou, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour que nous soyons véritablement un pays de paix. Parce que, vous savez, en 2019, pour les législatives, on a connu des incidents malheureux. Et pour les présidentielles, on n'en a pas connu comme pour les législatives, mais malheureusement, des concitoyens, des compatriotes se sont retrouvés derrière les barreaux. Certains ont été relâchés, d'autres continuent, notamment des leaders continuent d'être en prison. Pour diverses raisons, il y a certains Béninois qui ont dû quitter le pays. Je crois que les conditions, donc, pour que... Il reste encore, en tout cas, quelques conditions pour que le Bénin soit véritablement un pays de paix, réconcilié avec tous ses fils. Et je crois que le chef de l'État, par rapport aux efforts qui sont faits cette année, avec la décrispation, les discussions avec le président Soglo, le président Boni Yahi, l'ouverture qui tend à permettre à toutes les forces politiques qui le souhaitent d'être en lice pour ces élections législatives. Je crois qu'il y a autant de conditions et de situations qui nous amènent à penser véritablement que nous tendons vers un pays véritablement de paix, et peut-être qu'en ce moment-là, nous serons un oasis de paix. Ce que moi, je ne souhaite pas. Je souhaite que nous soyons dans un environnement où nous soyons totalement en paix. Totalement en paix. Le chef de l'État a parlé également le volet sécuritaire, il a abordé la lutte contre le terrorisme. Voilà un élément qui ne nous permet pas de dire que nous sommes véritablement en paix. Puisque certains de nos compatriotes ont failli quitter le Nord et nous rejoindre ici. Au sud, par la force des menaces terroristes. Par rapport aux affectations dans notre frère. Il a sollicité une affectation. Non, mais si éventuellement l'affectation arrivait et vous amenez à Materi, on doit pouvoir librement venir vous visiter à Materi sans être inquiet, bien entendu. Et donc, je crois que le président de la République est le mieux indiqué, le mieux outillé pour parler de cette situation. Il nous a dit certes que nous avons connu des pertes, mais que nos forces de sécurité et de défense qu'il a félicité d'ailleurs ont fait en sorte de mettre en déroute ces ennemis
et que les moyens ont été également mis en œuvre, je crois, à hauteur d'environ 80 milliards en équipement et autres, en recrutement et autres pour lutter contre ces menaces-là. C'est vrai que ces derniers temps, il y a, je dirais, de l'accalmie. On espère que que nous sommes en train de vaincre et que c'est pour cela que nous avons ce calme-là et que ça va continuer, que nous allons finir par vaincre véritablement ces ennemis. Vous savez ce qui m'a le plus intéressé par rapport à cet aspect-là, c'est que le chef de l'État montre que le Bénin a réussi à arriver à fédérer les esprits en fait, des pays autour de nous, autour donc d'une proposition qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de faire de la défensive, mais il faut faire de l'offensive en allant repousser, en allant combattre même l'ennemi sur ces positions. Et c'est très important. Je crois que effectivement, s'ils arrivent à le faire et de façon concertée, ils réussiront tous ensemble à construire, comme le souhaite Gaspard, à nous aider à construire une oasis qui ne serait pas un point propre au Bénin, mais une paix que partagent tous les enfants de l'Afrique. Merci à vous, Achille Osso, Gaspard Diamansi. On poursuit toujours cette émission, les grandes contradictions. Nous irons dans la 19e circonscription électorale et nous sommes dans la 19e circonscription électorale et direction à Diarra pour parler d'un jeune acteur politique talentueux et dynamique. Législative de 2023, quelle chance pour le jeune leader politique Loukman Fadéhi, positionné 4e titulaire, je dis bien 4e titulaire sur la liste BR de la 19e circonscription électorale. Gaspard Diamansi. Il faut déjà préciser que les positionnements n'ont pas été faciles, que les positionnements ont été très durs et très disputés. Et comme on le dit souvent, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Et par rapport à ce jeune, Loukman Fadéhi, je crois qu'il a mérité, dans un premier temps, son positionnement sur la liste, parce que bien avant les positionnements, beaucoup de gens se sont rendus compte de ces actions sur le terrain, de ces actions non seulement de mobilisation des troupes, de mobilisation de l'électorat, mais également de ces actions, je dirais, sociales et autres vis-à-vis de la population de la localité d'Adiara précisément et de la 19e circonscription en général. C'est vrai que cela ne transparaît peut-être pas chez l'intéressé, mais je crois qu'au niveau de ses partisans, il y a un peu comme une déception par rapport à ce positionnement. Parce que vous savez, il y a eu, selon mes informations et mes recoupements, une primaire au niveau du bloc républicain qu'il a plébiscité comme le candidat du bloc républicain, au niveau d'Adiara, le candidat du bloc républicain au niveau de la 19e circonscription. Et Adiara avait l'ambition d'avoir un meilleur positionnement, mais bon, heureusement ou malheureusement, c'est cette position-là qui a été accordée à Adiara. Néanmoins, c'est une position de titulaire, c'est peut-être une position pour l'amener à montrer sur le terrain réellement ce qu'il vaut. Il faut déjà préciser que c'est un conseil communal, donc il a déjà une base électorale, il a déjà une base de sympathisants et il a déjà fait beaucoup d'actions sur le terrain qui ont montré que c'est quand même quelqu'un qui a une maîtrise du terrain. Donc, je crois que c'est une preuve pour lui. Il doit pouvoir travailler cravacher dur pour montrer qu'il mérite véritablement cette confiance qui a été placée en lui en le mettant sur cette position-là. Maintenant, c'est vrai que la bataille sera dure quand vous prenez la liste de l'Union progressiste à côté, et puis le renouveau à côté. Vous prenez la liste du biais, vous prenez les démocrates, il faut cravacher dur. Les démocrates dans la 19e, on sait qui est tête des listes, l'autre je n'ai pas envie de... Les cadavres, même les cadavres ils ont voté pour vous êtes en train de me distraire par rapport à mon raisonnement. Non, c'est pour vous dire que la bataille sera âpre. Oui. Mais moi, je n'ai pas de doute que le conseil Fadéhi arrivera à sortir gagnant de cette élection-là. Je ne dirais pas forcément qu'il sera élu, parce que l'exercice, ce n'est pas forcément cela, mais c'est de montrer
de quoi il est capable sur le terrain, parce qu'avant lui, il y a un positionnement qui met l'honorable Sophia Tchanou de Porte-Novo en tête, qui met Avala Omer de Semenkoji deuxième, qui met Romulus Biokou troisième, et qui met, bon, le positionnement, vous voyez, ça gêne Porte-Novo et Semen, Porte-Novo et après Adjara. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est de mouiller les maillots. Et moi, je n'ai aucun doute que celui dont on parle, Loukman Fadéhi, fera en sorte de mouiller les maillots et de prouver encore une fois de quoi il est capable dans la zone. Parce que ce n'est pas une fin en soi. Nous ne sommes qu'à une élection. Il y a d'autres échéances électorales. Et si le positionnement n'est pas bon aujourd'hui, si le positionnement n'est pas productif aujourd'hui, mais il va au combat, bien entendu, pour gagner. Mais si le positionnement n'est pas productif aujourd'hui, il prouvera de quoi il est capable, et il aura certainement un meilleur positionnement par ailleurs. Et ensuite, ce n'est pas forcément en étant élu qu'on est utile à sa nation ou à sa communauté. Même s'il n'est pas élu, j'espère que au plus haut niveau du parti ou de l'État, on pensera... Non, écoutez, quand on est dans une course, on prend en compte tous les paramètres. On perd ou on gagne. On perd ou on gagne. Voilà. Même si l'autre dit on gagne ou on gagne. Achille Ousso. Je vous écoute. Loukman Fadéhi, 4e titulaire. Oui, mais bon, j'ai... Un positionnement un peu élastique, là, visiblement. Voilà, c'est pourquoi je disais que j'attendais votre question. Parce que c'est vrai que 4e position sur la liste, on peut trouver tout de suite que, bon, c'est gênant. On peut trouver tout de suite que, bon, ça ne peut pas marcher, mais rien n'est gagné d'avance. Et pour qui que ce soit. Je vous ai dit qu'il n'y a plus de bastion imprenable. Je vous dirais que personne ne peut plus réclamer que telle ou telle région du pays continue encore d'être son fief traditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans les rapports de force qu'on constatera après les élections qui a été fort et qui a été faible. D'abord, le positionnement de Loukman Fadéhi, Gaspard a suffisamment dit, mais j'ajouterai deux choses. C'est un défi pour la jeunesse d'Agara qui a eu ce mérite-là d'avoir été propulsé à ce point. Et la deuxième chose, c'est de montrer effectivement que aujourd'hui, la jeunesse peut véritablement travailler pour s'imposer aussi. Donc, je crois que c'est une élection de grandeur nature, d'abord pour Loukman Fadéhi en personne, pour la jeunesse bière en général dans la commune d'Agara et dans la 19e circonscription électorale. Et peut-être que c'est aussi une élection qui permettra désormais aux responsables du parti de savoir qu'effectivement, il faut commencer par faire confiance à la jeunesse, il faut commencer par lui donner les moyens pour réussir sur le terrain. En tout cas, lorsque vous approchez le candidat, parce que la position a fait aussi un tic, et on l'a approché, mais il a un mental d'acier. Il croit, Dieu comme fer, que ça peut marcher. Et je crois que c'est déjà une première victoire, parce que la victoire d'abord doit être psychologique. Et donc, nous verrons au soir du 8 janvier ce qu'il vaut politiquement, ce qu'il a pu faire sur le terrain. Mais je voudrais dire que ne pensez pas que les autres aussi pensent, ils croient qu'ils ont déjà gagné. Vous voyez la déclaration de l'honorable Edmond Agua, la dernière fois par exemple, c'est la peur. C'est la peur de penser qu'on n'a pas encore suffisamment le terrain, que donc de dire que, bon, on a demandé l'avis du chef de l'État et d'aller annoncer que, bon, qu'on appelle le 20 décembre déjà, on aura, tout le monde aura, tous les fonctionnaires auront le sourire XXL, parce que, bon, il aura une grande augmentation des salaires, vous voyez. Donc, ça montre véritablement que même à ce niveau-là, eux-mêmes, ils savent que rien n'est gagné d'avance. Donc, je crois quand même que Loukman Fadéhi a cette dynamique dont vous avez déjà parlé suffisamment. Moi, je pense que c'est l'occasion peut-être de faire une proposition. Le chef de l'État a promis aux femmes
Et il a fait, en faisant une discrimination positive oui. en leur faveur. Moi, je pense que c'est aussi l'occasion, parce que le chef de l'État a promis également à faire la promotion des jeunes. C'est peut-être également l'occasion d'initier une discrimination positive pour permettre à beaucoup de jeunes d'aller au Parlement, et pas forcément en faisant confiance aux vieux qui sont là et qui ne veulent pas partir, mais en leur permettant par un positionnement, effectivement, d'avoir un pourcentage au niveau de l'Assemblée nationale. On va souhaiter bonne chance à notre frère Lookman. Oui, exactement. Bonne fête. Bonne chance, oui. Oui, la fête après la victoire. Oui, bonne fête électorale, pourquoi pas. Non, la campagne, c'est déjà même la fête parce que c'est du 23 jusqu'à après le 1er janvier. Donc, c'est la période de fête. Et évidemment, on va souhaiter bonne chance à notre frère Lookman, au jeune Lookman, parce que c'est également ça. Et peut-être bonne chance à tous les jeunes qui ont été positionnés sur les différentes listes de candidatures. Et du courage à ceux-là qui sont restés à la touche. Oui, bien sûr. Et vous voulez penser à qui déjà? Il faut de tout pour faire. Un jeune, un ami à vous? Non, pas particulièrement. Ah, okay, mais quand je citais tout à l'heure les députés actifs, j'ai peut-être oublié l'honorable Bida et l'honorable Akonkan. Mais pourquoi vous ne citez pas mon grand frère Biocourt? C'est des jeunes Biocourt, le député, l'honorable, qui font beaucoup de débats. Le président fait semblant de ne pas. Non, il peut également citer ces députés qui sont actifs. Ah, donc vous voulez dire qu'il n'a pas été du tout actif, le député Biocourt? Non, comment vous pouvez... Mais quand j'ai cité l'honorable Badamasi tout à l'heure, vous avez acquiescé quand même. Au gouvernement, il a adressé combien de... Non, est-ce que quand je citais les actifs là, est-ce que j'ai cité des questions que les gens ont envoyées? Je n'ai pas cité de questions. Et donc, écoutez, je suis le seul à avoir mes paramètres d'analyse. Et pourtant, David qui sont vérifiables. Et vous ne mettez pas son nom non. dans la liste. Ou bien il ne répond pas aux critères. Non, si vous voulez m'emmener sur un terrain où je veux être objectif dans ce que je dis. Si je l'avais cité, vous allez dire que c'est parce que c'est mon ami que je l'ai cité. Ah bon? Certainement qu'il a été actif. Et je crois que... Le dernier sujet, c'est pas rapport à la CAN, mais le parti était parti. Donc, on va en parler vendredi prochain, si Dieu le veut. Quelques secondes. Mondial Qatar 2022. On va en parler en espérant que le Maroc serait déjà en demi-finale. Inch'Allah. Gaspard Diamant, c'est votre conclusion? Non, ma conclusion... Très rapidement. Non, ma conclusion, c'était de dire ce que j'ai dit par rapport au dernier sujet. De dire que moi, je ne suis peut-être pas fier de la 8e législature, mais je suis fier des représentants africains à la Coupe du Monde et que j'espère que le Maroc ira davantage loin et nous rendra davantage fiers. Même si certains médias occidentaux qualifient les Marocains de arabo-musulmans, alors qu'ils représentent un continent, c'est le continent africain à cette Coupe du Monde. Merci beaucoup. À vendredi prochain. Merci. Achille-Oussou. Bon, le temps est vite parti. Hein. Bon, nous allons souhaiter bon week-end à tous nos téléspectateurs, à tous les amis qui nous accompagnent tous les week-ends et à la régie technique. Merci à vous, Gaspard Diamansi, Achille-Oussou. Merci. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce vendredi 9 décembre 2022. Cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous et à vendredi prochain. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Ousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.